vous avouer que me plaît beaucoup, et je vous dirai la raison. C'est la règle de la règle du bon Christ, du Christ de bon voyage. Kimbisa s'appelle, le culte Kimbisa. Eh bien, savez-vous qui est le saint le plus vénéré? Saint Louis Beltrán. Bon, alors je dois dire que cela, ça me plaît, mais enfin, c'est le saint que vous verrez toujours, n'est-ce pas, les activités dans les sites de culte. Mais enfin, l'important, c'est pas Saint Louis Beltrán. L'importance, c'est qu'il y a une présence religieuse africaine à l'époque coloniale, et que, étant donné les caractéristiques de la colonisation espagnole, bon, je ne vais pas dire que c'est bon, meilleur, mais simplement, soyez attentifs, en 1700 quelque, disons, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en 70% de la population noire était libre, n'était plus esclave. Et que font-ils, ces gens? Ils vont en ville, ils deviennent des citoyens, donc des populations urbaines, périphériques aussi, mais urbaines. Ils vont transmettre petit à petit, graduellement, ces cultures africaines, cette religion africaine dans la population. Et ce qui était au début simplement une caractéristique des Africains, ça devient aussi de tout le pays ou de la population. Cela n'exclut qu'au fond, quand on parle culture, quand on parle religion, qu'il y a des religions plus ouvertes, africaines, et plus fermées. Le Palo Mayombe, elle est une religion fermée, un peu fermée, contrairement à la Santeria qui est d'origine Yoruba, qui est ouverte, tellement ouverte, chers amis, qu'on fait des affaires. C'est une religion qui permet de faire des affaires. Vous vous installez à Miami, à New York, à Madrid, et vous ouvrez là-bas votre bureau, votre culte, enfin vous recommencez, et donc ça devient quand même une source de revenus importante. Ce n'est pas le cas du culte bantou. Au Brésil, la même chose. N'est-ce pas? On a surtout la dichotomie, disons, Yoruba et les groupes voisins, et les groupes le culte d'origine bantou. Il y a la macumba, par exemple. Moi, j'ai assisté à des macumbas, et je vais vous expliquer, surtout pour les lusophones, vont l'entendre très rapidement. Lorsque le Pai dos Santos, soit Mãe dos Santos, bon, l'officiante, s'adresse en Zambi, il dit ceci, ou elle dit ceci, aos peus d'un Zambi. Je crois que ce n'est pas non plus, disons, grec. Donc, et qu'on passe aussi un malafou. Bon, ça, ce sont des petits aspects, enfin des aspects, disons, secondaires. Mais ce qui est important, que vous trouvez des gens partout au Brésil, à Cuba, qui vous disent « Je suis Congo ». Vous les regardez, Congo, vous, peut-être c'est un blond, peut-être ça n'a pas d'importance, n'importe qui croit. Bon, mais je disais qu'il y a quand même, il faut faire la différence entre l'influence, l'apport africain dans l'ensemble du pays, de la société et de la culture nationale, et les cultures africaines qui conservent une certaine fidélité, qui sont le patrimoine des villages perdus parce que c'était à l'époque de la colonisation. Ce sont des villages de marrons, surtout, n'est-ce pas, qui fuyaient l'esclavage, et ils s'internaient et disparaissaient. Aussi des bateaux. Heureusement, il y a beaucoup de bateaux qui sombraient.
lorsque les bateaux s'envoyaient près de la côte, évidemment, les futurs esclaves regagnaient la côte et puis, bon, ils disparaissaient aussi, à allier avec des Indiens parfois. Bon, donc, vous dire ceci, qu'il y a un apport culturel important, mais que ce n'est pas l'affaire de parler, de venir moi ici vous dire « Allô, bonjour, tout va bien » et donc, voilà, il y a ceci en Amérique. Non, monsieur. C'est, mesdames, messieurs, futurs collègues, c'est pas ça. C'est vous dire, faites, allez, travaillez, pensez, songez à tout ceci, parce que, au fond, c'est l'apport de l'Afrique au monde et concrètement à l'Amérique latine. Je vais terminer simplement pour revenir au début. J'avais dit que c'est l'histoire des relations internationales aussi qui est en jeu. Voilà, nous avons 3 étapes dans les relations Amérique latine et Afrique subsaharienne. La première étape, c'est l'étape des périphéries associées. Périphéries associées avec un centre en formation, que c'était l'Europe, et les périphéries associées veut dire esclavage africain, exploitation américaine. Associées pour rendre des bénéfices à l'Europe. Ça, c'était la période début 1500, fin 1900. Deuxième période, la période de l'isolement. Pas pour le Brésil, parce que le Brésil avait quand même eu quelques petites relations avec la partie occidentale. Pierre Berger était là, enfin, toute cette histoire qu'on connaît. Mais le reste de l'Amérique hispanique a été totalement isolé de l'Afrique, hormis quelques cas de Cubains. Alors il n'y a rien qui s'est fait à ce moment-là, c'est l'époque entre la colonisation, donc les débuts de la colonisation africaine, la fin de l'esclavage, et puis ça se termine en 1960, avec les indépendances. À partir de là, c'est notre étape, et comment je pourrais appeler l'étape des périphéries mal communiquées. Mal communiquées parce que même les messages de l'église kimbanguiste n'arrivent pas. Rien n'arrive. Et c'est ici, pour la première fois, finalement, ici, grâce à l'église kimbanguiste, qu'on a pu réunir dans cette salle quelques latino-américains, donc par exemple Madame Cordiez, qui vient de Cuba, et des gens d'autres pays, pour initier au moins ces contacts. Et je crois, je vous prie donc d'y réfléchir à tout ce que je dis, pas parce que je le dis, mais parce que ça existe. Merci beaucoup, excusez-moi d'avoir... Merci, cher professeur Luis Beltrán. Avant de continuer, je vais passer quelques 5 minutes à notre collègue professeur Marthe Jackson de l'Université du Cuba, parce que le professeur Luis a demandé qu'il puisse en partie compléter son exposition. Ils ont fait un travail ensemble, mais je vais accorder 5 minutes à professeur Marthe pour nous dire quelque chose, en accord avec la demande du professeur Luis Beltrán. Merci, monsieur. Bonsoir. Moi, je viens d'un peuple très orgueilleux. Mais s'il y a un lieu où mon peuple va à mettre en genoux par un minute, sera ici, à la terre de l'Afrique, qui est le berceau de notre culture. Pour mon part, je vais au premier lieu remercier l'opportunité de cette ici. Au premier lieu, c'est clair à mon père spirituel et intellectuel Luis Beltrán qui a donné mon nom parce que le recteur de l'université peut signer ma carte d'invitation et son éminence approuve ma présence ici. Merci beaucoup. Moi, je suis heureuse d'être ici et de pouvoir parler par vous dans mon mauvais français une petite question à propos de tout ce que Luis avait dit et dans la réflexion que M. Billoya a fait au fond de la session dernière. C'est vrai que dans un moment, dans mon pays,
isolé, doublement isolé, parce que Cuba, c'est une île, et les influences qui ont entré en congelé dans le temps et en développé dans un univers fermé. La religion, les religions que nous avons eues à Cuba et qui sont notre héritage de notre racine africaine, a continué un développement complètement différent par d'autres chemins de la même religion à l'Afrique. Nous avons le Palomonte, que c'est une religion qui croit profondément dans le pouvoir de la naturaleza. Cette religion était nécessaire parce que les sons de l'Afrique qui ont confiné à la situation de l'esclavage, ces contrôlateurs, ces majoral veulent laisser qu'ils perdent son essence d'être humain, que c'est la unique chose qu'un homme ne peut pas perdre. Alors, la religion de Palomonte, au réfugié naturel, au moyen naturel, fait que cet homme être une autre fois ser humain. C'est un homme, c'est une femme. Et que c'est la même chose que l'église kimbanguiste a fait pour l'homme africain. C'est pour ça que quand j'avais lu ici sa contribution au processus de libération de l'homme noir, j'avais compris non pas seulement l'essence de l'église kimbanguiste, j'avais compris aussi l'essence de quelques religions d'origine africaine que nous avions à Cuba. À Cuba, personne ne connaît pas l'église kimbanguiste. Mais à Cuba et à toute l'Amérique latine, on connaît et avait écouté de différentes façons le message que Simon Kimbanguiste a laissé en héritage par vous. Moi, je veux que vous saviez que la parole d'un homme sagesse, que la parole d'un homme vieil peut voyager dans le vent, dans le cœur et dans les pensées de toute la génération des hommes. Merci beaucoup. Bon, Monsieur le Président, avec votre autorisation, le secrétariat exécutif me fait savoir que dans une demi-heure, il y aura une table ronde. La table ronde qui va se tenir dans la salle Maman Mouilou, là-bas, dans la salle de conférence. Et donc nous sommes tous conviés à y prendre part. Alors que nous avons encore quatre conférenciers qui doivent intervenir, dont 2 avaient raté leur intervention hier. Ainsi, nous avons sollicité 40 minutes. Alors les quatre intervenants d'hier et d'aujourd'hui vont faire 10 minutes d'affilée pour que nous ayons 40 minutes au total et pour que nous puissions sortir. Merci. Bon, en fonction de cette information, il est clair que nous n'aurons pas assez de temps pour pouvoir débattre les communications qui sont en train d'être faites. Et on va en partie sacrifier les communications de nos collègues qui n'auront pas le même temps que les autres. Ils vont se limiter peut-être à tout au plus 10 minutes. Et après, nous sommes obligés de nous rendre à la table ronde en accord avec le protocole et l'organisation. Je regrette beaucoup, je n'y peux rien. Je vais alors demander à... Marta, você pode ajudar o professor? Je vais alors appeler les collègues qui doivent encore intervenir. Le professeur Yaka Kikuta Théophile de l'Université du Congo, Brazzaville.
et aussi du Congo-Kinshasa. Il y a celui-là en carré là, très loin, qui a estimé que dans 10 minutes, ce sera difficile. J'aurais même voulu qu'il vienne quand même, et puis on pourra voir comment on peut négocier. Mais il a dit que dans 10 minutes, il ne sera pas intervenu. Est-ce que les autres communications d'autres côtés ils sont passés par la même situation ou comment? Ils ne sont pas nombreux aussi. Voilà, c'est une petite pause justifiée par le fait qu'il y a d'autres intervenants qui doivent immédiatement passer et faire leur exposé. Et absents hier, empêchés bien entendu, mais aujourd'hui, ils doivent quand même passer pour passer leur message, c'est très important. Ah bon, ça va. Alors, je vais inviter le collègue professeur Théophile, il est déjà là, le professeur Eduardo França Paiva de l'Université fédérale de Minas Gerais du Brésil, et le collègue Romy Banzinguissa de l'Université de Lille, France, collègue Olivier Birna, secrétaire général de l'Association Archives de Paris, et finalement le collègue Yvan Birna, président de l'association, c'est le même, l'Association Archives de Paris, pour se mettre ici à la table. Malheureusement, comme on l'a dit, vous serez sacrifiés. On va vous donner seulement 10 minutes. Je comprends que c'est assez difficile, mais vous allez faire un effort pour nous dire l'essentiel. Donc, je passe la parole au professeur Saka. Si vous voulez faire une présentation brève avant de commencer, je vous en prie, dans 10 minutes. Merci, Président. Je suis Théophile Itzaka Kikuta, docteur en économie, Université Maringouabi de Brazzaville. C'était un grand honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour parler de l'éthique protestante et du développement de l'esprit d'entreprise avec comme expérience l'église kimbanguiste. Je tirerai ensuite les enseignements pour les autres églises dites historiques. Comme je n'ai que 10 minutes, j'aimerais directement vous présenter le problème. L'impact de la religion sur le développement a été montré notamment par le sociologue Max Weber avec son célèbre ouvrage publié en 1905 pour la première fois, je pense, l'éthique protestante et le développement du capitalisme. Il a montré en particulier comment les minorités protestantes, de par une éthique faite de discipline, de travail, d'esprit d'économie, ont permis le développement du capitalisme dans des grands pays comme l'Allemagne, comme les pays nordiques et les États-Unis. Et vous savez que à l'occasion de l'implantation des églises dites missionnaires en Afrique, il y a aussi eu une évangélisation protestante. Et le kimbanguisme est né de l'évangélisation protestante, notamment parce que Papa prophète Simon Kimbangu était, comme vous le savez, un catéchiste baptiste. Il a été enseigné par donc les baptistes avant avant que ne naisse l'église kimbanguiste, qui est considérée comme une église indépendante. Et nous verrons précisément comment l'éthique protestante se manifeste au sein d'une église protestante dite indépendante. Indépendante parce qu'elle est née à la suite de l'émergence d'un prophète noir. Indépendante parce qu'elle ne vit pas de subventions des églises du Nord, comme les autres églises dites historiques. Alors, notre problème, c'est donc de montrer dans quelle mesure l'éthique protestante, version kimbanguiste, a
contribuer au développement de l'esprit d'entreprise et de voir dans quelle mesure cette expérience kimbanguiste peut servir de leçon aux autres églises dites historiques. C'est en fait la problématique évoquée ce matin par le professeur Bioya, qui voulait savoir si effectivement à partir de l'expérience kimbanguiste, on ne peut pas, disons, imaginer une doctrine du développement endogène pour les pays africains. Et je voudrais dire que sur le plan méthodologique, d'abord, j'inscris mon analyse dans le cadre de l'économie des institutions et je montre ensuite en particulier que le capital social joue un rôle important pour le développement de l'esprit d'entreprise, aussi bien communautaire qu'individuel. Et je dégage ensuite les principales réalisations socio-économiques de l'église kimbanguiste dans le contexte pas seulement du Congo-Kinshasa, mais aussi du Congo-Brazzaville, avant donc de dégager les leçons pour les églises dites historiques. Des deux Congos en particulier, donc, à savoir la République du Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, autrement appelée Congo-Kinshasa. Alors, je n'ai que 10 minutes, donc pour résumer, je dirais la première partie, que le capital social a un impact important sur la performance des organisations. Et le capital social, du point de vue donc d'une église, c'est le fait de créer notamment un climat de confiance. Le moteur du capital social, c'est la confiance. Et le mode opératoire, c'est la coopération. Et le lieu d'accumulation du capital social, comme vous le savez, ça peut être une famille, mais ça peut être une communauté, une entreprise, et dans le cas d'espèce, une église. Et on a parlé ce matin de la doctrine du travail, de la doctrine de la solidarité, de la foi. Les membres de l'église kimbanguiste ont la foi en leur chef spirituel, en leur église. C'est ça qui favorise l'esprit de confiance, le fait que il n'y ait pas de problème dans la réalisation des transactions pour les opérations économiques qui peuvent être menées par des acteurs individuels ou collectifs de cette église-là. Et je voudrais montrer enfin, dans la deuxième partie, puisque nous devons aller vite, que l'éthique protestante version kimbanguiste a dû être influencée par 3 types de facteurs. Donc, ce que j'appelle l'esprit d'entreprise chez les kimbanguistes, produit du capital social. Alors, d'abord, il y a comme premier facteur les valeurs de l'ascétisme et de cohésion sociale portées par le code moral kimbanguiste. Et nous savons tous que, bien entendu, dans le code moral kimbanguiste, il est relativement puritain, où on vous demande de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas danser, et tout ceci, bien entendu, rejoint un peu l'ascétisme monacal qui a été, disons, à la base de l'éthique protestante dans toutes les autres régions du monde. Il y a ensuite le fait qu'on vous demande, dans ce code moral kimbanguiste, le respect scrupuleux des 10 commandements de Dieu. Et cela, bien sûr, parce que on vous demande dans ce code également que tout kimbanguiste doit nécessairement aimer son semblable conformément au commandement de Jésus-Christ. Et là, je cite bien sûr l'histoire du kimbanguisme de son éminence Diangenda Kuntima, paru en 1984. Vous lirez les détails dans le document. Le deuxième facteur qui favorise, je dirais, l'esprit d'entreprise kimbanguiste, c'est le paradigme de ce que Mokunema Bofie, qui a fait une thèse sur la question, il appelle paradigme de développement autocentré participatif. Et ce paradigme renvoie à 3 stratégies. Il y a d'abord la décolonisation mentale, qui est favorable à une base endogène du développement. Il y a la pratique d'une Sinsani qui permet l'autofinancement donc des projets, et le travail communautaire obligé qui permet donc de réaliser des projets d'intérêt collectif.
il y a comme troisième facteur, et non le moindre, l'insécurité sociale. L'insécurité sociale chez les nkimanistes se manifeste d'abord à travers le phénomène de persécution, de relégation. Depuis, comme vous le savez, les années 20, le prophète a été arrêté, déporté, il est mort en prison, comme on le sait, en 1951. Et vous savez aussi que cette persécution a touché les élèves des parents kimanguistes qui ont dû être chassés des écoles dans les années 60, des écoles protestantes et catholiques. Et aussi, les patients kimanguistes n'ont pas été toujours bien admis dans les hôpitaux, n'est-ce pas, des églises dites sœurs, églises catholiques et protestantes. Et je voudrais ici rappeler, en particulier, le 29 juillet 1958, sur la route de l'époque Léopoldville Matadi, le chef spirituel de l'époque, Diangena Kontima, fut transporté dans le coma à l'hôpital de Ntumba. Et des médecins ont refusé de le soigner, sauf un. Et donc c'est vous dire qu'effectivement, comme on dit, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Et les Kimanguites se connaissent, ils ont connu la persécution, donc ce qui a soudé un peu la cohésion du groupe et qui aujourd'hui fait leur dynamisme sur le plan entrepreneurial. Alors je voudrais donc, oui, j'ai encore 2 minutes, et je voudrais donc dire que le fait qu'il y ait une cohésion sociale, il y a un capital social relativement élevé dans la communauté kimanguiste, fait qu'il y ait un impact sur